Salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. En fait, ce n'est pas tout à fait une nouvelle chaîne puisque je l'avais ouverte en 2020 dans le but de publier mes traductions. Mais au final, j'ai dû changer mon fusil d'épaule et ouvrir un canal Odyssée puisqu'au bout de 4 vidéos postées, YouTube m'avait déjà mis 2 strikes. Mais c'était en 2020, donc en pleine période de stratégie du choc. Or, à l'époque, les algorithmes et les modérateurs des réseaux étaient sans pitié, avec tout contenu un peu critique. Mais bref, j'ai donc décidé de réanimer cette chaîne pour pouvoir diffuser divers contenus, essayer de développer d'autres sujets éventuellement. Et c'était aussi pour moi le moyen de contourner un souci technique, puisque lors d'une récente émission, chez Xavier de la chaîne Altérophilo, en présence de Pierre Hillard et de Monsieur K, mon installation a révélé des limites m'incitant à ne plus faire de direct vidéo. Cependant, comme j'avais préparé du contenu pour notre entretien et que l'actualité n'a cessé d'évoluer entre-temps, eh bien j'ai décidé de publier mes travaux de recherche ici, et cette émission s'inscrit donc dans une série d'entretiens dédiés à rétablir la vérité sur Donald Trump, avec cette fois-ci un accent particulier sur les connexions au réseau Epstein. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour le référencement de la chaîne, à liker, partager et commenter la vidéo pour aider les résultats de recherche. Pour ceux qui ne connaissent pas mes travaux, certaines informations que je vais donner ici complètent celles que j'ai déjà présentées avant. Je vous recommande donc d'aller les retrouver si vous voulez avoir une vision plus exhaustive de ces sujets complexes, qui impliquent beaucoup de personnes et beaucoup d'organisations sur une période de plusieurs décennies. Je vous ai mis une liste de mes présentations dans la description. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet et je vais commencer donc par parler d'un des plus grands chocs de la carrière politique de Donald Trump, un choc pour sa propre réputation et pour la confiance de ses soutiens dans sa propre base des électeurs. Ce choc, c'est évidemment Donald Trump qui explique avec un culot monstrueux que l'affaire Jeffrey Epstein serait en fait une fake news montée par la gauche, un hoax. Look, the whole thing is a hoax. It's put out by the Democrats because we've had the most successful 6 months in the history of our country, and that's just a way of trying to divert attention to something that's total bullshit. Alors, on ne sait plus très bien si c'est dans la panique d'être découvert tel qu'il est, c'est-à-dire au beau milieu du marais qu'il prétendait vouloir drainer, ou s'il s'agit d'un spectacle de diversion pour exécuter sa politique internationale sous les radars des scandales. Mais en plus de renier le dossier Epstein, dont la parution était pourtant un de ses arguments de campagne prioritaires, il fait mine de ne pas connaître ce qu'il s'est passé avec sa vieille amie Ghislaine Maxwell et dans son passé commun avec Jeffrey Epstein. Puisque je parle de Ghislaine Maxwell, je vais évoquer un détail à son sujet. L'avocat de Maxwell, David Oscar Marcus, semble être un grand admirateur d'Alan Dershowitz, puisqu'il a laissé une image sur sa page qui fait sa présentation personnelle sur son site d'avocat au barreau, où il se tient précisément aux côtés d'Alan Dershowitz. Et je rappelle que suite à la radiation du barreau de Roy Cohn, un peu avant sa mort, Alan Dershowitz et Trump, entre autres, puisqu'il y avait aussi la célèbre Barbara Walters, avaient été ses témoins de moralité. Roy Cohn étant alors le mentor de Donald Trump. Puisque je parle de Roy Cohn, entre 91 et 92, se tenaient à l'Hôtel Plaza de New York les défilés de mode annuels de l'agence Victoria's Secret détenue par Leslie Wexner. Les suites du Plaza y auraient été utilisées par Roy Cohn, dont j'ai largement parlé dans mes précédentes présentations, pour faire chanter sexuellement de puissantes personnalités du gouvernement. Whitney Webb rapporte également dans son livre que Jeffrey Epstein et Roy Cohn étaient liés au trafiquant d'armes Adnan Khashoggi dans l'affaire Iran-Contra, ainsi qu'un certain J. Stanley Pottinger. J. Stanley Pottinger était l'un des organisateurs importants de l'affaire Iran-Contra et a bénéficié de la vente d'armes illégales aux côtés de Jeffrey Epstein lui-même. Je vous conseille de retrouver les articles de Johnny Vedmore qui détaillent l'histoire des activités de J. Stanley Pottinger sous l'ère Reagan, qui contextualise le rapport avec William Casey, chef de la CIA et membre du réseau Roy Cohn avec l'opération Iran-Contra et l'implication de Jeffrey Epstein. Trump a donc été accusé, après avoir racheté le Plaza, d'avoir organisé des soirées dans des suites du Plaza où de jeunes femmes et des filles étaient présentées à des hommes plus âgés et plus riches, selon la pratique habituelle de l'époque et du mentor de Donald Trump d'alors, Roy Cohn. Après que le Wall Street Journal a publié l'affaire des lettres privées envoyées à Jeffrey Epstein pour son anniversaire, Trump avait dépêché son avocat principal, Todd Blanche, à la prison fédérale dans laquelle l'ex-complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, tirait en principe 20 ans. Mais c'était probablement pour obtenir d'elle quelques témoignages sur sa bonne conduite parmi les crocodiles du Marais,
de sorte à ce qu'il soit lavé et blanchi de malencontreuses rumeurs. En échange de ce service, elle s'est vue soulagée en obtenant quelques faveurs, notamment un changement de centre pénitentiaire moins sécurisé. Après que la requête de Ghislaine Maxwell ait été refusée, Trump a déclaré qu'il envisageait de parler aux responsables du DOJ pour qu'elle obtienne un gain de cause, pour bonne conduite, après avoir été interrogée dans le seul but de laver sa réputation. Pendant toute cette période médiatiquement houleuse, on l'a donc vu intenter des procès contre ceux qui ont largement contribué à le propulser au pouvoir, en particulier le réseau de Fox, le réseau de Rupert Murdoch, chez qui Tucker Carlson n'a eu de cesse de le soutenir avant de migrer sur X. Comme je l'évoquais précédemment, il y a eu cette affaire bruyante de lettres destinées à Jeffrey Epstein pour son anniversaire qui ont été divulguées, et l'une d'entre elles présentée comme rédigée par Trump. Il a répondu en déposant une plainte spectaculaire en réclamant 10 milliards de dollars en juillet dernier contre le Wall Street Journal. Mais il y a également eu une autre plainte spectaculaire de 15 milliards de dollars cette fois-ci réclamée au New York Times. Alors évidemment, les sommes annoncées sont totalement délirantes, 10 milliards et 15 milliards, 25 milliards de réclamations en procès. Je rappelle au passage que Rupert Murdoch, le patron de Fox, qui était l'ami du mentor de Donald Trump, Roy Cohn, mais également celui de Robert Maxwell, et ce depuis les années 1960, Rupert Murdoch donc figure plusieurs fois dans le fameux registre des vols de Jeffrey Epstein. Par ailleurs, sachez qu'une de ses filles a été élève à la Dalton School de 1974 à 1976, à l'époque où Jeffrey Epstein y était employé. Concernant ce deuxième procès intenté contre le New York Times, nous sommes dans une réaction très étrange et incroyablement surcotée pour une simple annonce en septembre 2024 d'un livre nommé Lucky Loser, accompagné d'un article taquin qui, en gros, fait passer Trump pour un fils à papa qui aurait simulé sa difficile ascension dans le marais de New York, concluant qu'il finirait certainement par régner comme un dictateur. Pour ma part, il s'agit d'une prédiction tout à fait juste. Et pas seulement pour les Américains, mais nous y reviendrons. Alors, plutôt que de porter plainte à coups de milliards, Donald Trump aurait pu s'en sortir en montrant que ses babillages ne l'atteignaient pas. Faire une pirouette, soit en endossant le rôle de Bruce Wayne à Gotham City, ou encore celui de la marionnette qui se serait détachée de ses liens. Mais vu le contexte actuel, c'est plutôt pirouette cacahuète, si j'ose dire. Pinocchio s'est cassé le bout du nez après s'être prétendument fait casser l'oreille et semble coincé avec les crapules et les ânes démocrates sur l'île maudite. Lorsque je fais ainsi allusion à Pinocchio, Crapule et le sinistre cocher, je parle évidemment de l'île Little St. James qui appartenait à Jeffrey Epstein. Pourtant, sachez que cette île et toute la diversion autour des dossiers Epstein éclipsent ou dissimulent d'autres lieux, comme les îles St. John's, Saint-Thomas, Saint-Barth ou Saint-Barthélemy, ou encore le Zorro Ranch au Nouveau-Mexique, et bien d'autres lieux qui semblent héberger la canaille milliardaire, des réseaux très actifs dans tous les domaines, y compris la recherche et développement pour divers projets clandestins, avec de gros moyens, loin des regards et des scrupules éthiques. Il ne faut surtout pas s'arrêter à la seule île de Little St. James. Je rappelle, concernant ces îles caribéennes et concernant toutes les connotations de pirates des Caraïbes en général que j'ai déjà évoquées, que Ghislaine Maxwell avait également le projet Terramar qui regroupait de nombreux territoires marins privilégiés par les gros poissons et les trafiquants. Selon Juliette Bryant, une survivante du trafic, les motivations d'Epstein impliquaient des réseaux expérimentaux, motivés par des idéologies eugénistes, des expériences de type Frankenstein. C'est ce que tend à confirmer des recroisements d'informations comme le fait qu'il souhaitait ensemencer la race humaine avec son ADN. Juliette Bryant, qui a également signalé la présence du célèbre réalisateur Michael Bay dans la propriété d'Epstein, le Zorro Ranch au Nouveau-Mexique. Étant donné que je trouvais ça aussi surprenant que lorsque j'ai découvert un lien entre Steven Spielberg et le méga groupe, j'ai cherché un peu plus loin. Je me suis aperçu que Michael Bay avait effectivement travaillé pour Leslie Wexner, l'associé de longue date de Jeffrey Epstein, en réalisant des vidéos pour sa marque Victoria's Secret, et qu'il avait même habité dans le manoir de Manhattan. Après avoir encore grillé sa couverture en se retournant contre ses propres soutiens, MAGA et WG1-WGAQ+, tous désireux de voir les dossiers Epstein sortir, les démocrates réclament maintenant eux aussi les dossiers de la trompette d'airain. Qui sème le vent, récolte la tempête. Je rappelle aussi qu'Elon Musk avait tweeté sur l'implication du POTUS. Pour ceux qui ne le savent pas, POTUS, c'est l'acronyme de President of the United States.
L'implication de POTUS donc avec Epstein, sans toutefois préciser ses propres relations avec le réseau du criminel. En effet, en 2009, le pape de l'empire technospatial estampillé de la lettre X avait organisé l'événement d'un think tank nommé EDGE, dont j'ai déjà parlé dans l'émission Aux 4 vérités sur la chaîne Haltérophilo. Il s'agissait d'une conférence sur la thématique de la génomique synthétique, et qui était financée par Epstein. La séance a eu lieu dans les locaux de SpaceX en 2009, soit juste après la condamnation de Jeffrey Epstein en 2008, quelques jours seulement. Mais il y a d'autres informations qui nous permettent de relier tous ces réseaux, et notamment la fuite de mails très instructive qui révèle les échanges entre Jeffrey Epstein et Ehud Barak, qui permet de découvrir ou de confirmer certaines connexions et des acteurs incroyablement intéressants. Il s'agit d'une fuite de documents de Andala, un groupe de hackers anti-colonisation israélienne lié à l'Iran. On y confirme entre autres le rôle qu'Epstein, c'est-à-dire la CIA, a joué derrière Carbine 911 ou encore Pegasus. Il s'agit de logiciels de surveillance développés en Israël et utilisés officiellement aux États-Unis, servant normalement à la récupération de données et agissant avec des portes dérobées, des backdoors. Incorporés dans vos terminaux, ils peuvent possiblement être utilisés sur tout appareil appartenant à un profil susceptible d'être espionné et qui peut désormais être repéré à l'aide de l'IA et selon tout type de requête possible. Aucun système, téléphone, tablette, ordinateur, etc. n'est à l'abri d'observations arbitraires. Ces appareils garantissant également le moyen de vous localiser en utilisant vos systèmes GPS, mais aussi d'utiliser les différents capteurs présents sur vos terminaux, comme les caméras et les micros. La légitimité de telles applications donnant lieu à un potentiel de contrôle formidable est justifiée par la nécessité d'assurer les services de sécurité et de secours, afin de leur fournir rapidement un maximum de données utiles, telles que l'appel aux États-Unis sur le fameux 911 Carbine Apex le requiert pour pouvoir vous retrouver et vous secourir, par exemple si vous êtes blessé en pleine montagne. Évidemment, ce genre de dispositif ne sert pas qu'à ça, puisqu'on imagine assez bien ce que les militaires ou des personnes assoiffées de contrôle peuvent vouloir en faire. C'est ce que cette fuite de mails nous apprend, notamment avec l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, qui, en 2015, avait investi dans un développeur de logiciels de géolocalisation et qui avait fourni une grande partie des fonds, Jeffrey Epstein. Le dossier est complexe et je n'ai évidemment pas pu approfondir mes recherches dans tous les domaines en la matière, mais concernant ces dispositifs très précieux pour le renseignement militaire, Jeffrey Epstein, Ehud Barak et Netanyahou sont évidemment impliqués. Je viens de le dire lors d'une autre réunion. Ils ont dit « Oh, Israël est isolé, Israël ne peut pas déroger à la décision de... » J'ai dit « Nous le ferons. » Certains d'entre eux ont interrompu les livraisons de composants d'armes. Pouvons-nous nous en sortir? Oui, nous le pouvons. Nous sommes plutôt bons dans la production d'armes. Comme les renseignements. Nous les partageons avec les États-Unis. Une bonne partie de vos renseignements. Et nos systèmes d'armes, nous les partageons avec les États-Unis. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien bipartisan et des questions militaires pour Israël ces dernières années et aujourd'hui encore. Mais vous avez des téléphones portables? Vous avez des téléphones portables ici? Non? Vous détenez un morceau d'Israël juste ici, vous le savez? Je veux dire, beaucoup de téléphones portables, les médicaments, la nourriture. Vous voulez des tomates cerises? Vous savez où elles ont été fabriquées? Je n'aime pas les tomates cerises, mais c'est en Israël, que puis-je y faire? C'est un produit israélien, comme tant d'autres choses. Et je pense que cela sert le bien de toute l'humanité, et plus particulièrement des femmes. Je pense que c'est la contribution méconnue d'Israël, mais nous pouvons créer des choses, nous pouvons produire. Nous chérissons le soutien constant des Américains, malgré les tentatives de l'éroder. Et nous continuerons à œuvrer pour que cela perdure. Des deux côtés, c'est très important pour nous. Mais nous finirons également par obtenir l'indépendance dont nous avons besoin. Ceux d'Europe occidentale qui pensent pouvoir nous priver de certaines choses échoueront. Nous pouvons briser ce siège, et nous le ferons. Mais aussi des États tels que la Chine, la Russie et d'énormes firmes internationales telles que Cisco Investment,
AT&T, Google, Bill Gates et donc Microsoft, l'agence Black Cube. Il s'agit d'une agence spécialisée dans l'obtention d'informations critiques, montée par d'anciens du service secret israélien fondé par Avi Yannus et Dan Zorella. Harvey Weinstein avait notamment eu recours à Black Cube pour découvrir qui souhaitait s'en prendre à lui à l'époque où son cas défrayait la chronique, juste pour que vous ayez un exemple en tête. Dans le projet de domination mené en offshore par les détenteurs même de la finance, nous retrouvons des partenariats publics-privés impliquant des acteurs du Forum économique mondial, bien évidemment, l'agence de mercenaires Blackwater, représentée par Eric Prince, dont j'avais déjà évoqué les liens avec Donald Trump et George Nader, mais aussi des sociétés de Peter Thiel, telles que le fameux Palantir et celui qui a accompagné Epstein depuis le début de son ascension dans l'arrière-boutique du monde, Leslie Wexner. Au cours de recherches en parallèle, je suis également tombé sur un chercheur très intéressant, sur X, connu sous le nom de Diligent Denizen, une personne qui utilise Grok 4 Super Heavy, l'IA de X qu'il a soigneusement reprompté et qu'il utilise en direct et qu'il met également à disposition de ses auditeurs. Et j'ai d'ailleurs pu faire l'expérience. Elle est réglée afin d'obtenir les informations les plus sensibles possibles en piochant dans les données gouvernementales disponibles, les documents d'archives du web ou encore l'intégralité des articles parus dans la presse. Lors d'un space, j'ai donc pu apprendre qu'Apollo Global Management, sous la direction de Leon Black, a prêté 184 millions de dollars à Kushner Companies, la société de Jared Kushner, le 1er novembre 2017. Toujours selon le mode Deep Search de Grok 4 Super Heavy et à travers les articles de presse, notamment Bloomberg et Reuters, et des documents financiers primaires, j'ai également appris qu'Apollo Global Management avait racheté un montant non spécifié de dettes liées à l'acquisition de X par Elon Musk à 97 cents le dollar. Le montant total acquis par Apollo n'a pas été communiqué dans les documents publics, mais l'opération s'inscrivait dans une initiative plus large de banques comme la Morgan Stanley, visant à se débarrasser de la dette de X qui était sous-évaluée depuis le rachat de Twitter par Elon Musk. Je reparlerai d'Apollo Global Management un peu plus loin pour présenter son pilier, Leon Black. Par ailleurs, Elon Musk, qui, avec le ministère portant le nom de sa crypto-monnaie, le Doge, a reformulé l'administration cachée dans sa forêt virtuelle, pourrait peut-être prendre la suite donc et continuer d'accomplir son rôle d'antichrist annoncé par Werner von Braun. Peut-être qu'un jour Donald Trump portera plainte contre X, qui sait, mais on se demande bien ce qu'il pourrait faire puisque, rien que Tesla et SpaceX, c'est plus de 15 milliards de dollars de contrats gouvernementaux et des connexions indéfectibles avec la Chine. Quoi qu'il en soit, le théâtre politique devient de fait complètement obsolète puisque la technologie dominant les armées et les télécommunications sont déjà dans ses mains et dans celles de Peter Thiel avec qui ils avaient créé l'un des principaux moyens de paiement d'Internet, PayPal, anciennement appelé X.com. Elon Musk assume donc de fait son rôle de pape Xor de l'espace. Trump investit massivement dans le Bitcoin, au détriment du dollar. Trump a même remercié un des piliers de la nouvelle monnaie lorsqu'il a gracié l'un des créateurs du site de vente du Dark Web Silk Road, Ross Ulbricht. Ross Ulbricht, via son site Silk Road, vendait au minimum du matériel de piratage informatique, des passeports volés et de la drogue. Mais surtout, Silk Road est l'un des tout premiers sites ayant propulsé le Bitcoin en utilisant l'anonymat ou pseudonymat de cette monnaie. Donald Trump a aussi gracié Changpeng Zhao, le fondateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance. L'entreprise qui avait plaidé coupable avait dû payer plus de 4 milliards de dollars de dommages et intérêts pour, selon eux, manquement à son programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent. La peine de Changpeng Zhao avait été fixée à 4 mois. Sachant que le monde est actuellement à la solde de BlackRock, il semble évident qu'il nous faut observer quel rapport entretient Trump avec son patron. Évidemment, BlackRock a joué un rôle majeur dans le positionnement de la détention de la monnaie dématérialisée, en commençant d'abord par la déconseiller à tous, dans un premier temps, avant de finalement se contredire quand les pires fortunes du monde en détenaient suffisamment pour ne plus jamais être dépassées. Car, comme chacun sait, le Bitcoin est limité à 21 millions de jetons, ce qui signifie que cette monnaie est forcément principalement détenue par une poignée d'investisseurs. Donald Trump est lié à Blackstone. Son créateur, Stephen Schwarzman,
outre son appartenance à la fameuse Skulls and Bones, a été entre autres directeur général de la Lehman Brothers et était l'associé de Larry Fink, le patron de BlackRock. Stephen Strassman, qui est donc l'ami de Trump depuis longtemps, avait constitué une équipe de dirigeants d'entreprise chargée de le conseiller sur l'emploi et l'économie avec Jamie Dimon, le PDG de la JP Morgan Chase, ainsi que Bob Iger, le patron de Walt Disney dont j'ai parlé dans l'émission Bouchée double 10, ainsi que Jack Welch, l'ancien dirigeant de General Electric, entre autres. Par ailleurs, et pour revenir à BlackRock, la Trump Media Technology Group, qui possède la plateforme Truth Social de Donald Trump, est largement impliquée avec Vanguard, State Street et BlackRock. Vanguard Group a acquis près de 2,9 millions d'actions de Trump Media and Technology Group, valorisées à environ 94 millions de dollars en août 2024. BlackRock a également pour environ 2,2 millions d'actions à la même époque, tandis que State Street en a un peu moins d'un demi-million. En septembre 2024, Vanguard Group, BlackRock et State Street Corporation occupaient les 3 premières places parmi les actionnaires de Palantir, avec respectivement 244 millions d'actions, 158 millions d'actions et 82 millions d'actions. En 1967, le père du patron de Palantir, Peter Thiel, Klaus Thiel, était expert en explosifs pour les mines. Il a contribué à l'extraction de l'uranium en Namibie pour les bombes atomiques sud-africaines, israéliennes, chinoises et françaises. Cependant, Klaus Thiel n'était pas le seul Allemand à travailler sur le projet secret sud-africain de développement de l'arme nucléaire. Le jeune Klaus Schwab faisait également des affaires avec le régime sud-africain pour le compte de la société nazie autrefois dirigée par son père, Escher Wyss. Sur ce sujet, je vous recommande les excellents articles de Charles Johnson ou de Johnny Vedmore sur leur Substack. Qu'il s'agisse de diriger depuis les nuées, le cloud, ou via une pierre de vision comme Palantir, ou depuis le réseau Starlink, en français le lien vers les étoiles, ou encore lorsqu'il s'agit de chevaucher le dragon avec le programme spatial du même nom, ou plus simplement en incarnant le système de la bête que nous avait annoncé Macron pendant la période Warp Speed, Macron, qui s'est d'ailleurs récemment illustré il y a peu aux côtés de Trump dans son annonce du plan de paix établi sur les ruines, ce que Netanyahou appelle accomplir le livre d'Ésaïe, bref, nous voyons encore beaucoup de faits à forte connotation biblique. Ils s'y engouffrent eux-mêmes, histoire de préparer les masses avec son lot de religieux prêts à se faire rapter par le Great Awakening, là où ils croyaient pouvoir échapper au Great Reset. Mais pas de chance, de Klaus Thiel à Klaus Schwab, les États-Unis et Davos ont des passifs et des connexions qui ne révèlent rien d'alternatif entre eux, sauf dans leur présentation pour l'opinion publique, qui les voit respectivement en rouge et en bleu. Les volontés de nouvel ordre techno-féodal se distinguent donc maintenant clairement, y compris dans sa répartition internationale. Mais on voit également que la dissidence est toujours sous le charme de Donald Trump. Il y a même des acteurs de crise qui vont jusqu'à tenter de calquer le slogan MAHA, Make America Healthy Again, en lançant MEHA, Make Europe Healthy Again. Mais comprenons-nous bien, Big Pharma n'est pas en voie d'être démantelé par Trump pour les raisons auxquelles ces acteurs de crise l'ont vendu et comme beaucoup s'y attendent, mais en train au contraire de se reformuler selon les nécessités de gouvernance moderne dictées par 2 raisons. La première, le fait que le capital existe, et la deuxième raison, c'est que ce capital permet à la technologie de déclasser tous les modèles précédents dès que ce phénomène survient, et il était logiquement obligé d'arriver. Le capital ne permettant qu'aux plus avides d'or et d'argent de régner, et ces derniers finançant alors la recherche de développement selon leurs propres désirs, selon ce qu'ils veulent, y compris en dehors des lois ou de la permission de leur propre peuple. Ce n'était pas pour éviter les confinements que Trump a lancé Warp Speed, mais pour permettre tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui et ce que nous déduisons pour demain. Je précise parce qu'on répond souvent que cela servait le but d'empêcher les confinements de 5 ans. Mais après avoir retiré l'Emergency Use Authorization, ou EUA, concernant 3 des premières versions des vaccins Covid, je vous renvoie à la traduction que j'ai faite de Sacha Latipova, le rapport exclusif complet disponible sur ma chaîne Odyssey, pour comprendre ces notions abstraites faites pour commander la production de ce qu'on veut à Big Pharma, y compris sur le catalogue secret de la DARPA, lors de la mise en place d'un soi-disant dispositif d'urgence de santé publique.
Après avoir retiré l'Emergency Use Authorization, donc, la Maison-Blanche a expliqué par l'intermédiaire de la catholique Caroline Claire Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche née en 1997, en fait il s'agit de la plus jeune ayant obtenu ce poste, elle est accessoirement porte-parole pour MAGA Inc. depuis 2023, un comité d'action politique pro-Trump, et bien que je ne m'attarderai pas sur son cas, sachez qu'il y aurait déjà beaucoup à dire. Déclarant, après avoir annoncé le nouvel âge d'or, comme il convient en Trumpistan, que les vaccins dont l'EUA a été révoqué seraient, que les Américains se rassurent, toujours disponibles, ainsi que 4 nouveaux vaccins. Je vous dirai que la FDA a récemment révoqué l'autorisation d'utilisation d'urgence de 3 vaccins contre le Covid, tout en donnant simultanément le feu vert à 4 nouveaux vaccins contre le Covid-19, avec les formules 2025 et 2026. La raison de la révocation de cette autorisation d'utilisation d'urgence est que, de toute évidence, la pandémie de Covid-19 et l'urgence sanitaire sont terminées. Mais pour rectifier les faits, car il y a eu beaucoup de désinformation à ce sujet, la décision de la FDA n'affecte pas la disponibilité des vaccins contre le Covid pour les Américains qui le souhaitent. Nous croyons au libre choix de chacun, c'est une promesse que le président et le secrétaire d'État ont faite et qu'ils ont tenue. La raison invoquée pour l'arrêt des EUA est que, tout simplement, nous ne sommes plus en période de pandémie. Je crois qu'il devient impossible de ne plus considérer la pandémie de business purulent, basée sur la communication de la peur et de la vente de tests, comme l'introduction d'une nouvelle définition de l'exercice du pouvoir, entraînant le monde dans l'ère de la RNM, de la cybersurveillance assistée par IA, ce qui est particulièrement visible avec l'investissement de Trump de 500 milliards de dollars dans le projet Stargate, signifiant portail vers les étoiles. Heureusement, si l'on en croit les textes, que ces caricatures autosuffisantes plagient dans leurs ailes, leurs étoiles, telles que Starlink ou Stargate, tomberont tôt ou tard du ciel comme annoncé dans l'Apocalypse. La seule chose à craindre lorsque leurs cieux artificiels retomberont sur Terre, eux sur qui la ruine ne sommeille point, c'est de dépendre d'eux. Il vaut donc probablement mieux éviter de faire partie des dégâts collatéraux de leurs erreurs d'appréciation en matière d'organisation sociétale, de santé ou d'information lorsque se produira l'effondrement de leur empire imprudent. Si certains croient encore en l'avenir de leurs réformes parce qu'elles semblent mettre un coup de balai sur certaines absurdités comme le wokisme, ou les adjuvants dans les vaccins, je ne saurais suffisamment leur déconseiller de s'en remettre à ces personnes ou à leur discours pour autant, en ayant confiance au plan, parce que ce plan ne fait que profiter du fait que le système devait redistribuer son propre jeu, et ainsi que les acteurs se fassent passer pour de grands réformateurs du pouvoir, capables de purger les administrations de leurs éléments dispensables. Effectivement, ils purgent une part de l'administration, mais à la place, ce sera l'IA. Effectivement, on transforme la santé, mais pour la télémédecine. On débat sur la dangerosité des vaccins, mais à la place, on donne 70 milliards à Pfizer et on persiste avec les remèdes ARNM, initialement introduits sur le marché en qualité de produits de contre-mesure, développés par le complexe militaro-industriel et employés sans aucun respect des fondamentaux éthiques. Et encore, je n'aborde même pas ici le sujet des nombreux domaines concernés par les nanotechnologies qui ont profité de cette crise pour être introduites, et leur utilisation connexe avec le reste. De même, la politique internationale de Trump n'a décidément pas d'autre effet que la mise en place accélérée de la surveillance généralisée. Peter Thiel est une des nombreuses pierres sombres de l'édifice institutionnel, et je parle ici de pierres d'achoppement sur lesquelles nous nous heurtons tous actuellement, telles que la pierre de vision Palantir ou encore les pierres sombres Blackstone et BlackRock. Des pierres qui s'assemblent pour faire un édifice qui défie l'entendement. En fait, l'implantation de Palantir remonte déjà à loin, 2004. Moins de 10 ans après, en 2013, ses clients comprenaient déjà la CIA, dont on sait qu'une des branches financières nommée In-Q-Tel y investissait, la DHS, United States Department of Homeland Security, la NSA, le FBI, la CDC, le corps des marines, l'US Air Force, la SOCOM, c'est-à-dire le commandement des opérations spéciales, l'Académie militaire des États-Unis, la Joint Improvised Threat Defense Organization, le Recovery Accountability Board, c'est-à-dire une sorte d'équivalent américain de la CNIL, et le Centre national pour les enfants disparus et exploités. Mais Palantir s'est ensuite étendu à de nombreux autres organismes, dont la NHS, pour soutenir les efforts de lutte contre la couronne d'épines, notamment avec Palantir Foundry, pour suivre et contenir la pseudo-contagion. Palantir a également développé Tiberius,
un logiciel d'attribution de vaccins qui est utilisé aux États-Unis. Il s'agit ici d'une succursale se chargeant de la promotion de l'IA, de la monnaie digitale et d'autres projets délirants de télémédecine. Palantir s'est lentement généralisé dans de nombreux domaines, en commençant par la surveillance et le renseignement, et a acquis beaucoup de notoriété en se rendant indispensable, en proposant notamment des services d'anticipation ou de détection sur les théâtres de guerre, et ce, depuis de nombreuses années. Par ailleurs, le cofondateur de PayPal avec Elon Musk et fondateur de Palantir, Peter Thiel, a tenu plusieurs réunions avec Epstein en 2015 et 2016. Epstein avait également investi 40 millions de dollars dans des fonds gérés par Valar Ventures, une autre société créée par Peter Thiel. Dans ces conditions, le revers de Trump sur le dossier Epstein est beaucoup moins lunaire. En effet, si pour Hocus Pocus Magus, pour qui annoncer de bonnes nouvelles devrait pourtant être un ingrédient moteur essentiel de sa politique, renier sa propre base d'électeurs semble moins coûteux que de la satisfaire en sortant les dossiers tels qu'annoncés. On comprend que, quel que soit son niveau d'implication personnelle, réelle, avec Jeffrey Epstein, on voit clairement que son réseau touche tellement de domaines et révèle tellement de choses sur le pouvoir que si les connexions étaient comprises en détail par les populations, aucune d'elles ne souhaiterait rester contribuable en comprenant qui profite au mieux de leurs cotisations et surtout pour quelle cause. J'évoquais Hocus Pocus Magus puisque je vous rappelle que le nom même du parti de Trump et anciennement le slogan de campagne de Ronald Reagan en 1980 « Make America Great Again », acronymisé MAGA, signifie sorcière en latin, soit le féminin de Magus, signifiant donc sorcier selon la hiérarchie de la Golden Dawn, reprise plus tard par les fondateurs de l'église de Satan. Or, Trump n'a de cesse d'invoquer l'âge d'or sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de sa Golden Card, la carte d'or de la Maison-Blanche pour les plus riches, de ses chaussures sneakers de sa marque personnelle à $800 la paire, du Golden Dome américain, de la colombe en or de la paix qu'ils tiennent ensemble avec Netanyahou et j'en passe. Trump vise l'âge d'or de nos nations impies, une ère où l'or fait le roi, selon son délire personnel et où chaque parcelle de nos vies est convertie sur le marché d'échange. Cependant, lorsque des personnes manifestent contre lui à l'événement No King, en français « Pas de roi », Trump abandonne les dorures et répond aux contestataires par ce post sur son réseau social. Alors je préfère ne pas commenter ces images, mais seulement dire qu'en étant eux-mêmes strictement opposés aux vertus, ils sont ainsi conformes aux descriptions qui étaient écrites sur ceux dont la ruine ne sommeille point. S'il est préférable pour Trump de se parjurer lourdement plutôt que de faire ce pourquoi ses électeurs l'ont élu, c'est-à-dire sortir le dossier Epstein. On comprend qu'il s'agit ici de couvrir non pas la pédocriminalité du réseau, mais les moyens même de la mise en place de ce techno-féodalisme, et donc ce que faisait réellement Epstein dans les milieux de la technologie, ou pire encore, qui fait quoi, dans quel but et pour qui, dans ce double fond très sensible du casier Epstein. En fait, ce dernier point est probablement bien plus grave encore que ce pourquoi Jeffrey Epstein est tristement célèbre. Et évidemment, je ne dis pas ceci pour minimiser la gravité des faits qui lui sont reconnus. En effet, si sa culpabilité en matière de mœurs n'est plus un secret pour personne, puisque c'est même un élément de communication vendeur sur de grosses plateformes de diffusion, les projets réels d'Epstein, eux, sont bien peu connus. Il apparaît donc que les affaires de chantage servent de camouflage cognitif, pour dissimuler pire encore. Alors qu'est-ce que tous ces investissements pourraient cacher de pire ? En fait, d'après la journaliste Whitney Webb à qui l'on doit une grande part des explications sur les pratiques de chantage au sein des institutions et qui a écrit One Nation Under Blackmail, la notion de blackmail, donc de chantage, comme on l'imagine encore aujourd'hui avec des caméras cachées, est obsolète. En réalité, à un certain niveau de la pyramide, il n'y a a priori plus besoin de tendre des pièges avec des caméras comme à l'époque de Roy Cohn, dès lors qu'il y a des programmes tels que Palantir. Toutes sortes d'informations peuvent désormais être enregistrées à tout moment sur tout type de capteurs, y compris ceux auxquels on ne s'attend pas forcément, et on peut même anticiper les profils cibles avec des algorithmes prédictifs. Je vais maintenant faire un bref rappel sur les connexions entre Trump et Epstein, mais comme chacun sait, ils ont officiellement certainement passé entre 10 et 15 ans à faire les 400 coups ensemble,
durant lesquels Epstein et Trump ont fréquenté autant de pontes du business que de mannequins ou de célébrités internationales, ainsi que toutes sortes de personnalités de la Big Tech. Les différents domaines des sciences étaient au cœur des préoccupations de Jeffrey Epstein. C'est très visible, notamment avec son importante contribution au think tank Edge ou avec sa proximité avec les membres de ce qu'on appelle la PayPal Mafia. À propos de la relation intime entre Trump et Epstein, j'ai récemment sous-titré et posté l'extrait d'une déposition de Jeffrey Epstein enregistrée en 2010, où ce dernier invoque le 5e, 6e et 14e amendement, plutôt que de répondre à la question simple qui lui est posée « Avez-vous eu des relations avec des personnes mineures impliquant Donald Trump ?» Have you ever had a personal relationship with Donald Trump? What do you mean by personal relationships? Have you socialized with him? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir. Après avoir obtenu son accord de non-poursuite avec Acosta, sa stratégie est compréhensible. Pourquoi se vendre de nouveau ? L'ironie de la chose, c'est quand on écoute Trump au sujet de ceux qui invoquent le 5e amendement, puisqu'il n'a eu de cesse d'indexer ceux qui le brandissent en les accusant de ne pas vouloir dire la vérité. When you have your staff taking the Fifth Amendment, taking the Fifth, so they're not prosecuted, I think it's disgraceful. If you're not guilty of a crime, what do you need immunity for? Pleading the Fifth Amendment. Pleading the Fifth Amendment. Taking the Fifth Amendment. The Fifth Amendment. In the Fifth Amendment. Fifth Amendment, Fifth Amendment, Fifth Amendment. Horrible. If you're innocent, why are you taking the Fifth Amendment? Have you ever seen anything so corrupt in your life? Have you ever seen a greater embarrassment to our country? Fifth Amendment. Bob. Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th. Taking the Fifth, so they're not prosecuted. I think it's disgraceful. Toujours concernant ce rapport entre Trump et Epstein, c'est encore plus gênant lorsqu'on met tout ceci en perspective du fait que Trump bottait lamentablement en touche concernant les mineurs qui ont éventuellement été prises de ses propres services, comme les masseuses au Mar-a-Lago. Je fais évidemment ici allusion à Virginia Giuffre. En déclarant d'abord qu'il n'était pas au courant, puis finalement en exprimant que ce serait la raison pour laquelle il aurait cessé toute activité avec Jeffrey Epstein, alors que le monde entier s'était vu conter une toute autre histoire faisant mention d'une dispute autour d'une rivalité sur un bien immobilier, évalué à une grosse quarantaine de millions de dollars. Were some of the workers that were taken from you, were some of them young women? Were some of them? Were some of them young women? Well, I don't want to say, but everyone knows the people that were taken, and it was the concept of taking people that work for me is bad, but that story's been pretty well out there, and the answer is yes, they were. Yes, they were young Yeah. women. What did they do? In the spa. In the spa. Yeah, people that work in the spa. I have a great spa, one of the best spas in the world in Mar-a-Lago, and people were taken out of the spa, hired by him. In other words, gone, and other people would come and complain, this guy is taking people from the spa. I didn't know that. And then when I heard about it, I told them, I said, listen, we don't want you taking our people, whether it was spa or not spa. I don't want him taking people. And he was fine. And then not too long after that, he did it again. And I said, out of here. Mr. President, did one of those stolen, persons, that include Virginia Giuffre? I don't know. I think she worked at the spa. I think so. I think that was one of the people. Yeah. He stole her. And by the way, she had no complaints about us, as you know. None whatsoever. Évidemment, la famille de Virginia Giuffre s'est indignée de ces déclarations, indiquant que leur fille, victime officielle de Jeffrey Epstein, ayant trouvé la mort avec l'un de ces suicides dont on peine à souhaiter entamer le deuil sans se poser beaucoup trop de questions toutes très désagréables au préalable, serait donc, elle aussi, un coup monté de la gauche.
Mais si Trump a déclaré qu'il avait pris ses distances avec Jeffrey Epstein à cause du fait qu'il kidnappait ses propres masseuses mineures au Mar-a-Lago, et non plus pour une question de concurrence sur un produit immobilier, et compte tenu du fait qu'il dise lui-même que Jeffrey Epstein s'en prenait à ses employés mineurs. J'espère que vous saisissez les anomalies ici. Comment l'affaire Epstein peut-elle être un hoax ? Je vous laisse aussi expliquer comment il peut ignorer le passé d'Epstein ou de Ghislaine Maxwell en ignorant pas moins la presse que vous et moi. En réalité, ce genre de situation fait mal à la tête lorsqu'on essaie de comprendre dans quel monde une version de Trump honnête pourrait exister. Pourtant, je vous prie de croire que l'équipe de Trump possède plus d'informations que nous sur ces sujets, et il n'ignore pas non plus ce que dit la presse. Ces gesticulations pathétiques, typiques du traître qui s'est fait prendre, révèlent évidemment que Trump ment et qu'il protège bien le dossier tout en intervenant dessus à sa guise. Par exemple, lorsqu'il déclare qu'il va parler au chef du DOJ pour que Ghislaine Maxwell puisse éventuellement obtenir un gain de faveur. Il ment, soit pour se protéger lui-même, soit pour protéger cette autre réalité des activités de Jeffrey Epstein, soit pour protéger les proches impliqués dans son réseau tentaculaire. Pour le montrer, je veux maintenant faire une petite rétrospective sur les postes de pouvoir que Trump alloue à des personnes qui sont dans les cercles proches d'Epstein ou directement ses soutiens les plus fidèles. Tout le monde a entendu parler d'Alan Dershowitz, qui a été à la fois avocat pour Trump et Jeffrey Epstein. Mais je peux parler d'un autre avocat de Jeffrey Epstein, Kenneth Starr. Pour situer un peu et mettre en lumière les proximités circulaires de tout ce petit monde, j'ai parlé plusieurs fois d'Alexander Acosta, qui a signé le fameux accord de non-poursuite pour Jeffrey Epstein en 2008. Lors de cette instruction qui a donné lieu à cette déplorable issue, Kenneth Starr faisait partie de la défense d'Epstein. Il était dans la salle lorsque l'accord de non-poursuite d'Acosta a été conclu, déclarant de ce dernier qu'il s'agissait d'une personne d'une intégrité totale, et ajoutant même que tout le monde était satisfait de l'accord. Mais ça devient encore plus intéressant quand on sait que Kenneth Starr faisait aussi partie de l'équipe juridique de Trump pour son procès en destitution au Sénat en 2020, en plaidant pour Trump et en son nom. Au regard des arrangements étranges qui le concernent, ces histoires de facturation d'honoraires ont tout l'air d'être un statut commode pour cacher la réalité de l'utilité des sommes en circulation, puisqu'on sait aujourd'hui qu'Epstein servait de pivot entre de nombreux acteurs du pouvoir, qu'ils soient très connus ou très discrets en attendant leur émergence, que leurs projets soient réputés ou littéralement top secret, et quel que soit le continent. Officiellement, Epstein a amassé une grande partie de sa fortune en facturant des honoraires exorbitants pour des services fiscaux et successoraux. Et c'est ainsi qu'il aurait reçu l'argent ou la propriété de Manhattan du mania de la vente au détail de sous-vêtements de luxe Leslie Wexner, ou encore de Leon Black, que j'ai évoqué précédemment, et qui lui a versé plus de 158 millions de dollars d'honoraires. Mais Epstein était également administrateur de sa fondation familiale, Debra et Leon Black, et les paiements de Black à Epstein finançaient manifestement ses opérations dans les îles Vierges américaines, y compris potentiellement le trafic humain. Mais vous allez comprendre ici pourquoi je m'attarde un petit peu sur Leon Black. Trump a récemment nommé son fils, Benjamin Black, à la tête de la United States International Development Finance Corporation, en français, la Société américaine de financement du développement international. Une fois de plus, Trump met des proches directs d'Epstein ou leur fils à des hauts postes de pouvoir. Puisqu'évidemment, cette nomination n'est pas sans rappeler celle du fils de Donald Barr, l'écrivain aux tendances malsaines et agent de l'OSS mort en 2004 qui travaillait à la Dalton School jusqu'au moment où Jeffrey Epstein y est entré lui-même, son fils William Barr donc, qui a été nommé par Trump à la tête du ministère de la Justice américain, le DOJ. Pareillement, cela rappelle la nomination d'Eugène Scalia, cette fois-ci, au poste de secrétaire du Travail en 2019. Eugène Scalia, qui était le fils d'Antonin Scalia, formé par les militaires jésuites, au passage, qui était donc engagé à la Cour suprême des États-Unis pendant l'ère Reagan. Et donc le même Eugène Scalia dont Trump ose vanter les gènes en faisant des jeux de mots sur son diminutif, Gene Scalia. Donald Trump, on entend régulièrement de sa bouche que pour lui, la valeur d'un homme semble surtout tourner autour de sa lignée de sang. Si vous cherchez, vous verrez qu'il existe même des compilations de ses déclarations à ce sujet, où il ne manque pas de déclarer qu'il en a lui-même une très bonne. On comprend qu'il souhaite revendiquer son héritage en exhibant ses gènes. Gagner, c'est dur. J'ai toujours dit que gagner était peut-être inné. Et peut-être que c'est juste quelque chose qu'on a, vous savez. On a le gène de la victoire. Mon oncle était un très grand professeur, scientifique et ingénieur, le Dr John Trump au MIT. Au printemps 1943, le Dr Carl T. Compton, alors président du MIT, m'a demandé d'aller à New York examiner les effets de Nikola Tesla.
Ces effets se trouvaient à l'étage d'un entrepôt, quelque part à New York. J'ai passé beaucoup de temps à examiner un par un les documents, les livres et autres documents d'archives qu'il avait accumulés. Je cherchais surtout une preuve de l'existence d'une arme secrète, ce que les deux agents présents pendant toute la durée de l'enquête m'ont rappelé. De très bons gènes, d'accord? L'une des personnes les plus intelligentes de l'histoire du MIT, dans mon sang. Si vous croyez aux gènes, certains y croient, d'autres non, mais j'avais un oncle qui était professeur au MIT. Croyez-moi, ce sont de bons gènes. Nous croyons aux gènes, n'est-ce pas? Nous sommes nombreux à dire ceci. Est-ce qu'on croit aux gènes ici? Enfin, j'y crois, n'est-ce pas? C'est une grande partie une question de gènes, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas? Votre frère joue dans la LNH, n'est-ce pas? Parlez-moi de ces gènes. Est-ce un bon joueur? Quand on a 111 victoires, c'est dans le sang, non? Ça doit être dans le sang. Vous avez dit que vous aviez 90 ans? C'est super, parce que vous avez de bons gènes. De bons gènes. Vous avez de bons gènes. De bons gènes. Vous croyez aux gènes? Il a de bons gènes. Vous avez de très bons gènes. Souvenez-vous du président. Vous avez d'excellents gènes. Ce sont des femmes formidables, des hommes formidables, franchement, d'excellents gènes. Vous avez d'excellents gènes. Les meilleurs gènes que j'ai jamais vus. Ces gènes. Ces deux jeunes hommes ont les meilleurs gènes que personne n'a jamais eus. Sarah est vraiment une bonne personne, gentille et très compétente. Elle a beaucoup des gènes de son père, car leur père est formidable. De bons gènes dans la famille Pence, n'est-ce pas? Et si tu crois aux gènes, il faut les suivre, on ne peut pas faire mieux. Rester assis là et faire comme un petit ange innocent et merveilleux, je te connais trop bien, j'ai trop bien connu ton père, ce ne sont pas tes gènes. C'est un homme aux gènes exceptionnels. Un homme appelé Henry Ford, de bonne lignée, un bon sang. Si vous croyez à cela, vous avez du bon sang. C'est un individu très intense. C'est la lignée de sang, vous savez, de cette famille. Et mon Dieu, ce père était bon, il était coriace. Je connaissais son père et c'est pour ça, c'est parce qu'elle a de bons gènes, je peux vous le dire, de bons gènes pour tout. Un homme avec des gènes vraiment fantastiques. Il doit avoir les meilleurs gènes du monde, même si vous avez eu un ancien gouverneur ici, qui avait aussi de très bons gènes. Nous avons son fils dans le public aussi. Nous avons du bon matériel, nous avons de bons gènes dans cette salle, nous avons des gens intelligents. De bons gènes, vous avez de bons gènes. Vous avez de bons gènes, vous le savez, n'est-ce pas? Vous avez de bons gènes. C'est dans les gènes, c'est dans le sang, n'est-ce pas? Vous savez, je suis fier d'avoir ce sang allemand, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est du bon matériel. Un jeune homme né avec de bons gènes, parce que je connais son père et quel grand politicien il était. Il a de bons gènes, vous savez, il a de bons gènes, non? Les gènes Scalia, on ne peut pas faire mieux, n'est-ce pas? Je vais vous dire Scalia, il a le gène Scalia, non? On sait tous ce que cela veut dire. Le gène Scalia, une bonne lignée, un bon sang, gène Scalia. Gene Scalia a été mis là pour remplacer Alexander Acosta, celui qui avait signé l'accord de non-poursuite pour Jeffrey Epstein en 2008, en déclarant « On m'a dit qu'Epstein appartenait au service et qu'il fallait le laisser tranquille, au calme ». Puis il avait quand même finalement dû démissionner à cause des pressions quand le scandale Jeffrey Epstein a éclaté. Mais Scalia était également assistant spécial du procureur général William Barr, fils du recruteur d'Epstein à la Dalton School. Le monde est petit. Epstein a rédigé un testament 2 jours avant sa mort présumée, léguant plus d'un demi-milliard de dollars, 577 millions, à un fonds nommé Trust 1953, en référence à son année de naissance. Ce fonds est domicilié dans les îles Vierges américaines, dont on sait qu'il s'agit de paradis fiscaux, en ce sens que des fortunes peuvent en principe être relativement mieux protégées d'éventuelles saisies gouvernementales. Cette somme a donc été remise au gérant de ce fonds Trust 1953, représenté par Karina Chouliak, une ancienne petite amie du bourreau, ainsi que Darren Indiquet et Richard Kahn, 2 associés de longue date de Jeffrey Epstein. Premier point, si Jeffrey Epstein a rédigé ce testament en supplément et en parallèle d'un legs pour son frère Mark Epstein, c'est peut-être qu'il savait qu'il allait mourir officiellement 2 jours plus tard. Deuxième aspect, beaucoup plus prosaïque de cette succession brutale, c'est que cela aura permis de limiter considérablement les compensations des victimes en opacifiant le pactole du bourreau. Pas entièrement, cependant, puisque l'État des îles Vierges aura tout de même réussi à imposer des versements pour les dédommager au-delà des sommes que Jeffrey Epstein aura lui-même versées aux associations de plaignantes qui, par ailleurs,
se comptent par centaines et dont les conditions s'accompagnaient de contrats obligeant à se résigner à ne plus réclamer davantage au-delà des sommes perçues. 164 millions de dollars ont ainsi été versés aux victimes de Jeffrey Epstein. Entre 2015 et 2016, Epstein a donc investi 40 millions de dollars dans 2 fonds gérés par Valar Ventures, la société new-yorkaise cofondée par Peter Thiel. Un investissement qui représente désormais plus de 170 millions de dollars et qui coûte un silence pesant de la part du porte-parole de cette société de fourniture de capitaux de démarrage pour les entreprises de technologie et de services financiers quand on le questionne là-dessus. Selon le dossier du gouvernement, Epstein a offert à JP Morgan l'accès à des personnalités de premier plan telles que le prince Andrew, le fondateur de Microsoft Bill Gates, le milliardaire américain et investisseur en capital investissement Leon Black, l'ancien conseiller présidentiel américain David Jergen, le général et homme politique israélien Ehud Barak, le premier ministre Netanyahou, les enfants de l'ancien premier ministre australien Paul Keating, Lord Peter Mandelson du gouvernement britannique, la famille Agnelli de la célèbre Fiat Motor Company et des cheikhs au pouvoir au Koweït, à Bahreïn, à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis, entre autres. Voilà où Epstein misait une infime partie de sa fortune. Je dis bien infime, puisque d'après un certain Ron Wyden, sénateur dans l'Oregon, le dossier des finances d'Epstein révèle par exemple des mouvements de capitaux anormaux, tels que l'exemple des 4725 virements électroniques totalisant 1,1 milliard de dollars en transitant par un seul des comptes de Jeffrey Epstein à la JP Morgan Chase. Epstein a utilisé des banques russes, notamment pour acheminer les paiements liés au trafic sexuel, avec des liens financiers menant donc vers la Russie, la Biélorussie, la Turquie ou le Turkménistan, entre autres. Les victimes se battent donc pour obtenir des miettes posées en évidence. Quelques centaines de millions, mais délibérément difficiles d'accès, alors que les sommes qui étaient disponibles avant qu'Epstein ne disparaisse officiellement au beau milieu d'une prison possédaient vraisemblablement un ou plusieurs zéros supplémentaires. À propos des plaignantes, un comité de victimes s'est formé pour protester contre cette opacité de Donald Trump sur les dossiers Epstein. On y trouve Thomas Massie, représentant des États-Unis depuis 2012 pour le district du Kentucky, et la célèbre Marjorie Taylor Greene, une républicaine qui en ce moment même fait un demi-tour radical contre Trump, après avoir pourtant été l'un de ses soutiens inconditionnels et une des voix liées au mouvement Q/Anon. Évidemment, ce comité de victimes est complètement ignoré par Donald Trump, qui préfère se positionner publiquement sur la thèse d'un canular des démocrates, comme si les victimes n'avaient pas suffisamment souffert. Par ailleurs, toujours pas de résolution du Pizzagate, au passage, à part la standing ovation organisée par Trump pour les Clinton au dîner inaugural de son investiture. Un événement notable, cependant, c'est Hillary Clinton qui a déclaré qu'elle demanderait le prix Nobel de la paix pour Trump s'il arrivait à résoudre le conflit avec la Russie sans faire de concessions sur les territoires ukrainiens. Mais on est bien loin de voir des arrestations pour pédocriminalité menées avec des preuves, du personnel et le sentiment de voir s'accomplir la justice selon l'urgence que de telles fautes sont censées procurer. Toujours à propos des victimes, il y a une voix qui s'était tue et qui est revenue sur le devant de la scène, celle de Sarah Ransom, une des accusatrices de Ghislaine Maxwell qui avait témoigné sous le pseudonyme Jane. Sarah Ransom avait déclaré avoir été présentée à Donald Trump dans les années 90 à l'âge de 14 ans. Après sa déclaration, elle était revenue sur ses paroles, provoquant évidemment une grande indignation, avant de revenir s'exprimer à nouveau publiquement récemment, en déclarant que si elle s'était rétractée à l'époque, c'était de peur de subir des représailles. Pour nous aider à comprendre le personnage de Trump dans les années 90, et aussi la mentalité de cette époque dans les grandes villes américaines, nous parlons d'un temps où les mœurs n'étaient pas autant rattrapées par la raison de l'expérience dans les mentalités. Il aura fallu passer par 68 pour que des sujets tels que la pédocriminalité soient mieux compris et fassent l'objet de l'indignation suffisante pour que les médias commencent à mettre l'accent sur les scandales qui intéresseraient le peuple tout en devant maintenir une ambiguïté, celle de se trouver dans un monde qui allait tout droit dans l'abandon de la dignité en banalisant la nudité, en l'associant autant au succès qu'au sexe et à l'argent, entraînant un contexte de sexualisation toujours plus précoce et désirant repousser sans cesse toutes les limites. Choquer fait vendre. Mais l'esprit s'habitue à ce qui choque, notamment à travers les médias, entraînant un besoin de choquer toujours plus pour continuer à vendre. On voit cela dans toutes les branches artistiques, mais cette impulsion mortifère est partie de la fin des années 60 et s'est particulièrement accélérée depuis les années 90 et s'accentue encore aujourd'hui. C'est dans ce contexte des années 90 que Donald Trump possédait également le concours Miss USA et Miss Teen USA.
Teen veut dire adolescente. Trump s'est toujours entouré d'une quantité astronomique de mannequins à qui il faisait parfois des remarques extrêmement déplacées. On comprend alors la mentalité de cet être à l'esprit particulièrement dominateur, mais qui ne se domine pas lui-même. Et si j'évoquais les années 90 plus généralement, c'est aussi parce qu'il fréquentait et fréquente toujours des personnes qui avaient les mêmes comportements, les mêmes cercles et les mêmes types d'investissements spirituels et matériels. Je vais par exemple parler de Paolo Zampolli, une personne qui apparaît dans les dossiers Epstein et dont on a très peu entendu parler. Zampolli a commencé sa carrière en étant le protégé d'un ponte du mannequinat, John Casablanca, le dirigeant de l'agence Elite que Trump a très bien connu ainsi que leurs mannequins. Paolo Zampolli fait partie de ces personnes qui ont contribué à généraliser l'image de la femme enfant et promu la sexualisation des plus jeunes. Nous assistons aujourd'hui d'ailleurs aux avancées en la matière à travers certaines actions du domaine politique, notamment avec le programme EVARS, dont l'apparition n'a pu se produire qu'après des décennies de bourrage de crâne à travers toutes les sphères médiatiques détenues par les dirigeants, à travers les arts comme à travers les images suggestives et publicitaires, dans les dessins animés, dans le cinéma, etc. Pour vous donner un exemple, si vous avez vu Léon, un film de 94 dans lequel Nathalie Portman, alias Mathilda, drague Jean Reno, alias Léon, alors qu'elle n'a que 12 ans seulement. Les années 90 se sont également clôturées avec la chanson de la petite protégée de Mylène Farmer, Alizée, quand elle interprétait Moi Lolita en 2000, coïncidence remarquable avec le fait qu'ailleurs dans le monde, ce prénom était aussi celui du jet privé de Jeffrey Epstein. Soit dit en passant, c'est aussi une occasion de parler brièvement de Jean-Luc Brunel, qui apparaissait également dans les registres de vol du Lolita Express. Jean-Luc Brunel tenait plusieurs agences de mannequins, telles que Next Management Company, Karine Models à Paris, Karine Models of America en 95, liée à une autre agence, Ford Models, puis il a renommé son agence MC2, suite à des accusations de viol et de consommation de drogue au sein de l'agence, et après avoir obtenu un financement d'Epstein également dans les années 2000. Jean-Luc Brunel occupait des postes à Miami, à New York et Tel Aviv. Pour qu'on puisse le situer un peu, il avait mis en relation de nombreuses jeunes filles avec Claude François. C'est aussi Jean-Luc Brunel qui aurait déniché Mila Jovovich, alias Lilou Multipass, qui finira avec le réalisateur de Léon, Luc Besson. Et puis, on connaît la fin, Jean-Luc Brunel aurait fini suicidé, enfin, a priori. Pour revenir à Paolo Zampolli, le projet de transformer Gaza en une riviera du Moyen-Orient, obligatoirement soumise à un nettoyage ethnique préalable, semble donc remonter à près de 10 ans, en 2016, lorsque Paolo Zampolli en a eu l'idée. Sachez qu'il est également l'actuel envoyé spécial de l'administration US pour les partenariats mondiaux et aussi l'homme qui affirme avoir présenté Trump à Melania. Paolo Zampolli, fondateur de l'agence ID Models, comme je vous le disais, est en fait un protégé de John Casablanca, tout en étant impliqué dans un nombre incalculable d'escroqueries et de scandales au fil des ans. Je fais ici une ellipse sur John Casablanca avant de reprendre sur Paolo Zampolli, toujours pour vous situer les années 90. Mais Ivanka Trump a débuté à l'âge de 15 ans une carrière de mannequin dans l'agence Elite appartenant à John Casablanca, l'ami de Trump. Et Trump semblait également très impliqué dans ces activités qui donnent accès aux femmes les plus recherchées pour leurs allures physiques aux plus grands dirigeants de ce monde. Casablanca a envoyé Zampolli à New York et Zampolli a travaillé chez Elite Models et est devenu co-président de Metropolitan Models après avoir racheté l'agence. Le mannequin le plus célèbre de Metropolitan Models était Claudia Schiffer, qui s'est fiancée au magicien David Copperfield alors qu'il travaillait pour l'agence. Copperfield, ami de Zampolli, était également proche de Jeffrey Epstein. Trump aurait embauché Paolo Zampolli au cours d'un dîner en présence de Melania et de David Copperfield, qui a été cité dans les témoignages d'au moins 2 victimes d'Epstein. Donald Trump n'était d'ailleurs pas en reste sur ce thème du mannequinat. L'agence de mannequins Trump Model Management n'est peut-être pas aussi entachée par des histoires de pédocriminalité directe, mais au minimum par des histoires de filles non majeures, recrutées à l'étranger et bien souvent dans des pays de l'Est, entassées dans des conditions déplorables tout en travaillant sans visa. Là aussi, plusieurs se sont plaintes en l'obligeant même à changer les pratiques administratives de son agence. Mais cela n'a pas changé la motivation des plaignantes pour dénoncer l'hypocrisie de la situation, notamment quand Trump disait publiquement vouloir abolir la main-d'œuvre étrangère en situation irrégulière et allant jusqu'à critiquer publiquement le type même de visa, H1B, pourtant utilisé par Trump Model Management pour la régularisation de ses mannequins.
John Casablanca, lui-même, est un dragueur notoire qui a épousé à 50 ans une Brésilienne de 17 ans qui, un an plus tôt, avait participé à son concours du look de l'année en se présentant comme une adolescente de 16 ans profondément religieuse et vierge. Paolo Zampolli a débuté en étant employé par les financements de Silvio Berlusconi. Berlusconi avait dû démissionner de son poste de Premier ministre italien lorsque sa pédocriminalité avait été rendue publique. Vous voyez l'ambiance. Paolo Zampolli est issu d'une riche famille de Milan, comme l'oiseau de proie et la période prophétique, mais je parle ici de la ville italienne. Il est né au cœur d'un business de jouets pour enfants, l'entreprise Harbert, devenue Kenner ensuite, qui commercialisait le merchandising de super-héros, de DC Comics, de Marvel ou encore de la saga Star Wars, du R2-D2, du Faucon Millennium, comme l'oiseau de proie et la période prophétique, des Luke Skywalker, des Yoda et autres X-Wing, les célèbres vaisseaux spatiaux de combat de la résistance en forme de X. Ceux qui connaissent mes travaux comprendront petit à petit que je n'ai pas pris ce champ lexical par hasard, puissiez-vous relier les points et élargir votre champ de vision. Zampolli a fondé ID Models et ID Bikini Models à New York, dès le milieu des années 90. Il a été coprésident du groupe Paramount avant de se lancer dans l'immobilier. Mais comme vous le savez, l'immobilier, l'audiovisuel et le mannequinat à New York sont aussi les terrains de jeu de Donald Trump, de Jeffrey Epstein et de Leslie Wexner. Mais pour vérifier que ce petit monde se fréquentait assidûment, Paolo Zampolli a rencontré sa femme de 19 ans sur le tristement célèbre Lolita Express. Il est aussi lié au projet Terramar de Ghislaine Maxwell. Par ailleurs, et comme je vous le disais, l'idée de transformer Gaza en station balnéaire est donc de lui, formulée des années avant que Donald Trump et Jared Kushner la concrétisent dans notre réalité sous la forme que nous voyons actuellement à travers la finalisation de la domination de Gaza, qu'ils appellent accord de paix, alors que la guerre est finie parce qu'il n'y a plus rien à détruire ici, et que pendant qu'on regarde Gaza, le reste des conflits concernant le pseudo-grand Israël passe relativement inaperçu. Après avoir été représentant pour la Trump Organization, Zampolli a été nommé pour être représentant spécial des États-Unis pour les partenariats mondiaux. Voici donc un bel échantillon du marais en plein milieu du commerce international américain que Trump ne nettoie pas. Sortir les dossiers Epstein impliquerait de mettre à jour des informations qui porteraient évidemment gravement atteinte à l'image de la répartition et de la justification des gouvernements par les peuples. C'est évidemment le cas pour l'appareil d'État américain, avec ses différents services d'opération, mais cela s'entend aussi à l'ONU, Paolo Zampolli est d'ailleurs très bien implanté dans l'organisation, mais aussi à Israël et au Vatican, tous deux liés au service américain. Pour comprendre pourquoi je cite le Vatican, l'un des grands projets confiés à l'humanité par Dieu est d'achever et de perfectionner la très belle création qui nous a été donnée, Tikkun Olam. Et une des nombreuses raisons qui poussent à désacraliser cette autorité religieuse corrompue de la même façon que toute autre place de pouvoir concernée par ces réseaux mafieux, je vais parler d'un autre personnage, Flavio Briatore. Dans un article de Whitney Webb paru sur Unlimited Hangout, on apprend que Flavio Briatore évoluait dans des cercles opérant dans le blanchiment d'argent de l'héroïne pour la famille Gambino. C'est ce que suggèrent ses liens avec le Sicilien Michel Sindona, membre de l'Institut pour les œuvres de religion. En gros, il était conseiller de la Banque du Vatican et membre de la loge P2. Briatore a également travaillé pour la Finanziaria Generale Italia, à la bourse de Milan, avant d'être inculpé et quitter l'Italie pour les îles Vierges américaines. Luciano Benetton l'a promu principal représentant du groupe Benetton aux États-Unis dès 1980, où Briatore passe son temps à faire la navette entre New York et les îles Vierges. Il deviendra alors un des membres influents du milieu des affaires italo-américain. Flavio Briatore et Luciano Benetton ont rencontré Epstein ainsi que Donald Trump vers la fin des années 80. Ce qui devient plus troublant, c'est que Flavio Briatore, Donald Trump et d'autres ont aussi été accusés tous ensemble par un certain Alfredo Rodriguez d'être des témoins directs des activités criminelles d'Epstein. Alfredo Rodriguez était majordome pour Epstein, d'après un des sites qui héberge les archives du dossier. Alfredo Rodriguez avait divulgué cette information avant de décéder en 2014, peu après avoir purgé une peine de prison pour avoir tenté de vendre le fameux livre noir de Jeffrey Epstein. Un autre détail intéressant avec Jeffrey Epstein et Flavio Briatore concerne Puff Daddy, de son vrai nom Sean Combs, dont on sait désormais qu'il présente de nombreux angles permettant de le qualifier de prédateur. Flavio Briatore est celui qui a déniché Naomi Campbell et l'a présentée à Jeffrey Epstein.
Naomi Campbell a posé pour Victoria's Secret, propriété de Leslie Wexner, en 1996. Elle s'est ensuite séparée de Briatore avant que Naomi Campbell ne se rapproche finalement de Puff Daddy. Lorsqu'on parle de Puff Daddy à Donald Trump, il semble rester en demi-teinte, un peu comme avec Ghislaine Maxwell. Il ne fait pas de saillies dévastatrices ou des ultimatums, comme il le fait pourtant assez souvent lorsqu'il s'adresse à ses opposants politiques. Je fais une parenthèse ici, mais je trouve très curieux qu'il y ait toujours un journaliste pour le questionner concernant d'éventuelles grâces présidentielles pour ce genre de profil. Puff Daddy, Maxwell, je trouve ça très bizarre qu'il pose ces questions comme si tout le monde se les posait, alors que ça n'a aucun sens de demander à Trump s'il va gracier Maxwell ou Puff Daddy, à part lui donner l'air de défendre des ordures qu'aucun Américain ne se soucierait jamais de gracier. Naomi Campbell faisait partie dès 17 ans des modèles de l'agence Elite, boîte close de mannequinat fondée par John Casablanca, celui qui préfère les femmes enfants. D'ailleurs, ce sont ses propos, et il a également eu des relations avec des jeunes de 16 et 17 ans. Dans un documentaire de la BBC de 1999, aujourd'hui supprimé, des agents d'élite étaient représentés se vantant de leurs exploits sexuels et de drogue avec leurs jeunes recrues. Je rappelle que la fille même de Donald Trump, Ivanka, fera elle aussi partie des mannequins de cette agence et faisant sa première télévision en co-présentant le concours de défilé de gamines à l'âge de 15 ans. Le programme de sexualisation de l'enfance EVARS n'a donc qu'à bien se tenir face aux agences proxénètes qui vendent sur la sexualisation du corps de gamine, telles qu'Elite, de John Casablanca, ou Victoria's Secret, de Leslie Wexner, MC2, de Jean-Luc Brunel, Trump Model Management, etc., etc. J'en profite pour ajouter quelques mots sur Ivanka Trump. Sachez qu'en plus d'avoir co-présenté à 15 ans Miss Teen USA, quand les concours de Miss étaient majoritairement détenus par son père, qui, soit dit en passant, parlait publiquement de sa fille dans un langage franchement peu recommandable, Trump a régulièrement vanté les avantages physiques de sa fille bien avant d'être majeur, en suggérant qu'il s'empresserait de sortir avec si ce n'était pas sa fille, alors qu'elle n'était pas majeure, je le rappelle. Ivanka Trump, donc, en plus d'être présentée comme ayant été nommée Young Global Leader, en français Jeune Leader Mondial, par le Forum économique mondial en 2014, est aussi l'épouse de l'affairiste Chabad Lubavitch des accords d'Abraham, Jared Kushner, dont le père, Charles Kushner, ambassadeur des USA en France, avait aussi été gracié par Trump lors de son précédent mandat. Charles Kushner avait été condamné à 2 ans de prison en 2004 pour des accusations telles que fraude fiscale, délit de financement de campagne et subordination de témoins. Récemment, lors du traité de l'achèvement de la destruction de Gaza, qu'ils ont appelé traité de paix, où Trump a publiquement réclamé à la Knesset d'accorder la grâce à Benjamin Netanyahou, Trump s'est également exprimé au sujet de sa fille et de son gendre. Permettez-moi également de remercier tout particulièrement quelqu'un qui aime vraiment Israël. En fait, il l'aime tellement que ma fille s'est convertie. Elle s'est convertie. Et je ne savais pas que cela arriverait. Et Ivanka est là. Et Bibi, tu sais que ce n'était pas prévu pour moi, tu comprends. Et elle est si heureuse, et ils sont si heureux. Du moins, je pense qu'ils le sont. S'ils ne le sont pas, on a une belle histoire, non? Non, ils forment un couple formidable, et ils s'entendent à merveille. Ce sont les meilleurs amis du monde. Ils ont une relation très spéciale. Mais Jared a été d'une grande aide. Il a vraiment fait quelque chose de très spécial. Il a conclu les accords d'Abraham avec un groupe de personnes formidables.